Voilà, bah nous voilà maintenant donc enregistrés, donc à partir du moment, tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous. Mais l'idée là, c'est d'être très factuel et non pas polémique. Après, on pourra avoir des débats et des échanges tout à fait ouverts. Mais là, c'était un premier moment, comme je disais, très factuel pour pouvoir resituer cette question des classements et avant ça, peut-être simplement cette notion de métrique, d'impact, qui est un peu au cœur de notre sujet, de nos questionnements de ce matin. Métrique d'impact, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des termes qu'on voit un peu partout. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont sur la table. Difficile de se promener dans des plateformes académiques scientifiques sans voir un certain nombre de chiffres, un certain nombre de nombres, voire de calculs, qui effectivement émanent de la production scientifique et d'une certaine façon de l'aval de ça, qui est sa consultation, sa circulation. Donc on compte sur les plateformes aujourd'hui et on restitue de plus en plus largement le nombre de publications, des auteurs, des revues, bon, le nombre de citations enregistrées, très classique, très connu, très publicisé, puisque vous savez que ce mouvement de calcul des citations remonte vraiment aux années 70, on va pas faire un cours d'histoire, mais et puis c'est connu, effectivement, mais avec des calculs qui, voilà, permettent de calculer un peu le ratio et l'impact des travaux scientifiques à partir de la circulation des citations et de leur traçabilité qui est aujourd'hui très bonne dans le monde scientifique, par différents ensembles. Il y a aussi une notion qui monte un peu, qu'on voit émerger plutôt soit des réseaux sociaux, soit des sites de presse, qui sont des formes de sauvegarde, de partage, sur Kern on dirait de mise en liste de lecture finalement, qui sont des appropriations, des signes, on va dire, d'appropriation par le lectorat de certains articles, plus ou moins forts, et aussi la notion plus directe encore d'usage, de lecture, qu'on voit apparaître maintenant de plus en plus directement sur des articles, des revues, des auteurs, avec des données d'audience qui sont de plus en plus publiques et partageables. Tout ça, on pourrait, d'une certaine façon, considérer que c'est une sorte de matière première qui ne dit rien en tant que telle, à part les éléments, voilà, concrets et tout à fait pratiques qui font que, bah, il y a eu 13 000 articles, 13 000 vues sur cet article, il y a eu 673 citations de cet auteur sur une période donnée, et ainsi de suite. Donc des éléments qui apparaissent un peu factuels. Il y en a sur Kern Info qui sont apparus progressivement, vous avez peut-être vu, qui concernent effectivement des consultations, ce qu'on appelle des ajouts, qui sont, comme on disait, des gens qui mettent un certain nombre d'articles dans des listes de lecture, qui les mettent en favoris, si vous préférez, pour les lire plus tard ou pour organiser un peu leur travail de lecture. Il y a des formes de suivi, on suit des auteurs, des revues, on suit des thématiques aussi sur Kern, pardon. Et effectivement, donc ce qui donne des éléments, tout ça étant en marketing, et ça là, je pense qu'il doit y avoir des spécialistes bien plus avancés que moi, mais vraiment toute cette logique d'engagement que les plateformes essayent de détecter par voilà, de différentes modalités, qui sont des signes, on va dire, d'une intensité particulièrement forte, alors positive ou négative, mais autour de certains articles. Et effectivement, avec des éléments qui permettent de situer, de commencer à traiter un peu qualitativement. Mais on va voir après que ces métriques aujourd'hui, bah, il y a des outils où on les lit et puis il y a des outils où on les analyse d'une certaine façon. Où là, effectivement, on plaque du coup, bien sûr, certaines logiques par rapport à ces données, à cette matière première finalement. Alors, à quoi ça sert finalement ces métriques? Parce que aujourd'hui, notre sujet, c'est bien sûr des logiques de classement de revues. C'est dans un continuum et souvent la discussion a tendance bien sûr à voir et à extrapoler ce sujet qui n'est pas un sujet isolé, puisque avoir des métriques, c'est déjà un sujet intéressant d'un point de vue éditorial pour améliorer le pilotage d'une revue, d'une collection, d'un éditeur, de ses propres travaux, peut-être en tant qu'auteur. C'est un peu l'esprit de l'outil que vous voyez ici, qui vous le connaissez certainement pour celles et ceux qui sont dans les comités de rédaction des revues qu'on diffuse ou les éditeurs qui permet de regarder l'usage, comment il se structure, comment il se caractérise et comment il évolue dans le temps. Bon, ce sont des outils qui peuvent aider au pilotage. Ça permet, et c'est notre sujet de ce matin, de faire des classements de revues, si on y tient absolument en disant, voilà, j'ai besoin de classer les revues et les travaux qui y sont publiés, et donc je m'appuie sur ce type de métrique, bien sûr. Ça permet, pour aller un peu plus loin, bien sûr aussi derrière ça, de classer des institutions. Personne ne peut ignorer aujourd'hui la logique de classement des établissements, des laboratoires nationalement et internationalement, avec différentes logiques là aussi qui sont proposées. Je me permets ici de signaler l'article que vous avez peut-être vu, mais qui était une petite tentative cet été avec Le Monde et Kern, à partir des données Kern Info, de se dire que finalement ces représentations ne sont que des représentations et que on peut agencer les choses différemment en fonction de ce qu'on veut compter. En l'occurrence, le petit classement qu'on publie avec Le Monde était celui des institutions qui déclenchaient le plus d'impact, le plus de trafic, le plus d'audience sur Kern, et avec des débuts de caractérisation de cette audience, une piste parmi d'autres, mais qui est d'une logique et qui aboutit bien sûr à des résultats complètement différents d'autres classements basés sur d'autres outils d'analyse qui ont d'autres logiques. Et évidemment, c'est jamais très loin. C'est particulièrement sensible dans le domaine de la santé. Benjamin de JLE Édition connaît bien ça aussi, avec des mécanismes qui sont parfois en France ou à l'étranger extrêmement mécaniques
avec effectivement des points, et probablement au sein de la FNEJ, je ne suis pas assez sachant, mais on pourra en parler, des conséquences financières tout à fait réelles et tout à fait directes pour des établissements, pour des chercheurs qui ont accumulent des points en fonction du rang de la revue, du rang de l'auteur, et des points qui correspondent à des sommes mécaniquement versées. Le système qu'on voit ici et qui est en place aujourd'hui, système des points SIGAPS, qui détermine une partie des financements des hôpitaux français en fonction des publications de leurs chercheurs. Et qui effectivement là pose la question non plus simplement en termes académiques, philosophiques, mais en termes aussi tout à fait concrets de ventilation des budgets et de répartition des budgets. C'est très ouvert comme ça, et ça c'est presque caricatural, le système SIGAPS. Souvent c'est un petit peu plus latent, ça se dit moins, mais ça se pratique dans des commissions où on évalue l'attribution des budgets à telle institution, telle autre, à tel chercheur, à tel projet de recherche, hein, bien sûr. Mais vous connaissez tout ça, des petits rappels. Là aussi, là où on prend une dimension un peu plus technique et où des fois il y a parfois des incompréhensions ou des éléments qui mériteraient d'être précisés, à tout le moins, c'est que toute cette matière première, elle est ingérée par des outils d'analyse. Hein, et aujourd'hui, il y en a assez peu, hein, ce qui fait que la concentration des échanges, des débats, généralement se focalise sur quelques-uns, mais il y en a finalement de plus en plus. On dit souvent assez peu en disant, écoutez, il n'y a que deux outils dans le monde qui sont le Web of Science et Scopus. On voit aujourd'hui que c'est un secteur qui se réouvre un peu et d'autres logiques, pour plein de raisons, effectivement, sont souhaitées, avec des nouveaux outils qui peuvent apparaître. On reparlera moins de Dimensions, qui est une tentative de Springer Nature pour, d'une certaine façon, mimer ce qu'a fait Elsevier Scopus, effectivement, sur son corpus et des corpus proches, mais pour l'autre acteur, le challenger, on pourrait dire d'Elsevier à l'échelle internationale en termes de grands groupes d'édition mondialisés, pour disposer lui aussi d'une infrastructure d'évaluation, hein, là-dessus. Mais, avec le Web of Science bien connu, mais il y a aussi cette nouvelle entrant d'une taille critique non négligeable et intéressante, OpenAlex, qui aujourd'hui, en tout cas, on peut le noter, elle vend vraiment en poupe, qui est un outil ouvert qui part du principe que maintenant les citations, les données de citation ne sont plus la propriété de tel et tel acteur, ce sont des données très ouvertes sur lesquelles effectivement on peut composer et on peut construire son propre schéma d'analyse. Et OpenAlex, dans cet esprit d'ouverture, de science ouverte, hein, effectivement, permet de reconstruire et de, à partir de cette matière première, travailler cette matière première avec des logiques qui peuvent être un peu différentes. Alors, vous le savez, effectivement, parce que toutes ces questions aboutissent souvent, et on a beaucoup de discussions avec différentes voilà, revues, soit pour maintenir les classements qui sont déjà en place, soit pour les obtenir, soit bon, pour là aussi très factuellement repréciser un peu les choses, vous savez que ces processus de candidature, qu'il s'agisse d'Elsevier, qu'il s'agisse du Web of Science, ici c'est plutôt le schéma issu de la pédagogie d'Elsevier Scopus, mais sont des classements qui fonctionnent à deux niveaux. Il y a un acte de candidature qui doit être celui des revues. Donc là, Scopus nous indique sur son site qu'il reçoit à peu près 3500 candidatures par an, hein, donc là-dessus que le premier stade est un stade d'évaluation formelle et complètement une sorte de checklist administrative qui n'est pas fait par des scientifiques, mais qui fait que vous devez remplir un ensemble de critères minimums, qui sont des critères assez connus pour ceux qui sont passés par ces processus, qui sont l'existence d'une charte éthique en anglais, l'existence de résumés en anglais, et effectivement l'existence d'une politique d'évaluation des articles claire et conforme à l'éthos minimal d'une revue scientifique académique, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une série de checklists qu'on passe et que des opérateurs, hein, finalement, non scientifiques vont d'une certaine façon constater ou ne pas constater, et ce qui fait qu'on passe ou on ne passe pas ce critère d'éligibilité, hein, on pourrait dire. Là, la moitié des revues sont déjà écartées à ce stade-là. Effectivement, ce qui est assez brutal, puisqu'on n'a même pas pu à ce stade, bien sûr, discuter du projet scientifique de la revue, de son originalité, et c'est vraiment, faut le voir comme une validation administrative, hein. On n'est pas dans la discussion, on n'est pas dans l'argumentation, et on est sur une perception qui peut être plus ou moins bonne des opérateurs qu'on a en face. On a eu un certain nombre de cas où manifestement les opérateurs avaient pas bien regardé, ou on s'est pas bien compris. Bon, ça peut être un peu brutal. Deuxième étape, effectivement, qui est donc liée à, par exemple, chez Elsevier, ce qu'ils appellent le CSAB, qui est effectivement un organisme, un comité, hein, d'une certaine façon, qui est connu, qui finalement, nous, on est toujours assez surpris, qui repose sur assez peu de personnes, hein. Vous avez la liste de cette quinzaine de personnes aujourd'hui qui fait partie de ce comité, comme une sorte de comité de rédaction qui, à l'échelle mondiale, évalue la validité des projets de revue. Non pas bien sûr des articles en l'occurrence, mais des projets de revue. Bon, je pense qu'il faudra, c'est une liste publique. Les liens que je remettais ici, on pourra vous faire passer effectivement avec Pauline, Delphine, le support de présentation
citations qu'on utilise ce matin et donc les liens pour regarder ça plus en détail si ça vous intéresse. Bien sûr, une sous-représentation assez manifeste des sciences humaines, de la gestion, des profils non nord-américains, et puis, de manière générale, effectivement, un nombre assez réduit de personnes qui, par exemple, bien sûr, valident ou pas les quand même centaines de projets de revue qui leur arrivent chaque année. Donc, avec un travail qui doit être assez intense pour eux, certes, mais qui leur donne une responsabilité assez forte. Donc, une certaine concentration là-dessus de la vision de ce que doit être une bonne revue scientifique. Bon, voilà. Ça, c'est déjà. Mais là, comme on disait, on est factuel. L'autre point très factuel, c'est, et ça nous ramène ce matin à des débats plus, non pas culturels, mais effectivement sur des aspects linguistiques, il faut savoir, et c'est des outils qui assument ça, c'est connu depuis très longtemps, et ça évolue de fait assez peu, effectivement que ce sont des outils très orientés linguistiquement. Et ça, bon, il faut. Là, j'ai pris un petit extrait, mais je veux dire, la littérature en est pleine, hein. Vous avez peut-être des informations encore plus fraîches que celle-ci. Là, on est sur le Web of Science. 95% du Web of Science est en anglais. Or, effectivement, une partie du travail des scientifiques qui vont évaluer le potentiel de telle et telle revue, c'est déjà de vérifier dans leur corpus existant le niveau de visibilité qu'ont les revues qui candidatent. En disant, bah, pour ajouter une revue à un corpus, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça ne l'est pas? Déjà, je vérifie que par rapport à mon corpus, cette revue a un certain écho. Alors, les citations, on le sait depuis un certain nombre de temps, effectivement, sont ouvertes et internationales. On peut être dans une revue francophone, citer de l'anglais. On peut être dans une revue théoriquement anglophone et citer du français, ça apparaît de fait très peu. Et on sait que les index de citation sont de fait assez nationaux, hein, que ce soit pour les grandes revues américaines où il y a un fort tropisme national par plein d'effets. Et là, je ne me lancerai pas dans des grandes explications, la littérature est assez abondante sur le sujet. Par exemple, ne serait-ce que les travaux de Yves Gingras au Canada, qui avait quand même bien balisé ce genre de choses, sur les tropismes un peu de la bibliométrie, par exemple lisible dans Actes de la recherche en sciences sociales sur Kern, mais ailleurs aussi. Voilà. Et on sait que ce tropisme linguistique, ce tropisme même national, est très fort dans les outils comme le Web of Science ou Scopus, qui prennent d'une certaine façon l'Amérique du Nord comme point de départ. Alors pourquoi pas, hein, je veux dire, chaque logique est possible, je ne sais pas, mais il y a ce tropisme très fort. Ce qui fait que techniquement, très factuellement, pour une revue de langue française, intégrer ce corpus est structurellement beaucoup plus dur. Et même quand on intègre ce corpus, les calculs de H-index, de SNP, d'impact factor, mécaniquement sont extrêmement faibles. C'est vraiment rentrer au fond de la salle dans un colloque, très derrière, ne pas bien entendre et être tenu très à l'écart d'un corpus qui est de fait très auto-entretenant, hein, puisqu'effectivement, les grandes revues perçues dans ces index comme centrales distribuent d'une certaine façon un peu leur, euh, leur réputation, hein, leur impact, leur aura, hein, leur poids symbolique à d'autres revues qu'elles citent, qui les citent en retour. Donc il y a un effet très entretenant d'un noyau dur. Et même quand on intègre un petit peu la banlieue, il y a très très peu de chances que d'un coup, des revues francophones comme celle de la FNEJ, d'un coup, deviennent au cœur de certains schémas ou réseaux de citations qui sont analysés par ces outils. Donc c'est d'une certaine façon un effet qui est connu, y compris connu des outils eux-mêmes. Là où c'est intéressant, et notre débat aussi ce matin, il est à la fois ancien, mais on est dans un moment où justement les choses commencent à bouger un petit peu, ce qui donne un côté un tout petit peu contracyclique, un peu anachronique, à une position un petit peu dure comme la FNEJ, puisque bien sûr on va y revenir, et puis vous êtes plus informé que moi, j'imagine aussi des modalités précises de cette politique, mais qu'effectivement le fait de rendre Scopus obligatoire pour une classification en rang 3 et le Scopus plus le Web of Science pour le rang 2, c'est une politique qui est assez inverse à ce qu'on voit effectivement maintenant dans des établissements ou chez ces outils qui lancent des index plus nationaux. En disant, bon, c'est un fait, ce sont des index anglophones et nord-américains. Et donc ces outils, ils ont deux optiques. Soit ils essayent d'imposer cette logique nord-américaine partout dans le monde, mais de fait, en Asie, dans le monde arabe, dans le monde d'Amérique latine, il y a plutôt l'idée que, bon, effectivement, il y a des limites à cette logique extrêmement centralisatrice et qu'il faut lancer des index un peu plus régionaux pour avoir ne serait-ce qu'une vue un peu plus précise et un petit peu plus documentée de ce qui se passe dans ces bassins linguistiques, hein, puisque là, on parle à la limite de régions du monde, on parle essentiellement de langue. Hein, le web se structure aujourd'hui plus en espace linguistique qu'en géographie, quand on parle en tout cas de ce type de production très internationalisée. Donc, il y a ce type d'initiative là. Donc, c'est le Cielo Citation Index, c'est le WOS qui l'a lancé. Pareil pour l'Arabic Citation Index ou l'ASEAN. Il y a pareil chez Scopus, qui est une logique effectivement de spécialisation de certains index et d'adaptation de ces outils à certains contextes nationaux. Hein, on les a croisés au Maroc, où effectivement ils construisent avec les pouvoirs publics marocains, par exemple, des outils d'analyse propres aux besoins du Maroc.
Si on revient au contexte effectivement français, comme je disais, cette année, j'ai pris quelques articles de presse récents parce que la littérature, mais aussi les articles de presse sont très prolixes sur le sujet. Mais rien que cette année, c'est manifeste, très fort. Le ministère de la Recherche en France, le CNRS, un certain nombre d'organismes se disent, non mais non seulement on arrête les abonnements à certains de ces outils, pour des raisons là, plus de... Mais on souhaite construire, ça y est, on s'y met, une logique alternative, avec notamment cet outil OpenAlex, hein, qui vise à reconstruire une logique en se disant, bon, finalement, ça n'a pas de sens de prendre ce radar nord-américain pour analyser la production française francophone, non pas pour l'isoler du reste de la production internationale, mais parce qu'on a besoin de refixer des règles qui sont connues, qui sont les nôtres, pour poser des règles d'évaluation, ce qui forcément est un peu, d'une certaine façon, la prérogative des organismes scientifiques, mais en fonction de nos critères, et ne pas avoir simplement des données qui couvrent 5-10% de l'activité chez nous, et pouvoir disposer d'un radar qui puisse capter raisonnablement bien les signaux de la recherche francophone, ce qui à l'évidence n'est pas le cas aujourd'hui de ces grands outils internationalisés. Donc c'est en ça qu'effectivement aussi la FNEJ, il faut le savoir, ça c'est assez factuel, est assez contracyclique dans ce qui s'observe dans les universités françaises ou dans la recherche francophone plus largement. Et ça, pour des raisons aussi assez simples, hein. Aujourd'hui, effectivement, comme on disait, les données ouvertes, notamment celles proposées via Crossref par les éditeurs, hein, qui ont ouvert leurs données de citation, par exemple celles de Kern, mais celles aussi d'Elsevier, de Springer, de Taylor Francis, de beaucoup d'Emerald, de beaucoup d'acteurs internationaux qui disent, bon, allez, on joue le jeu, effectivement, fait qu'aujourd'hui, les outils open source comme OpenAlex ont une couverture beaucoup plus large et beaucoup plus, finalement, quand je disais le radar capte mieux les signaux, OpenAlex a un périmètre beaucoup plus large que celui que de WOS ou de Scopus. Avec effectivement une logique où on se disant, bon, il y a aussi des questions de savoir qu'est-ce qu'on prend en compte, qu'est-ce qu'on ne prend pas en compte. Il y a des vastes débats, mais en tout cas, on peut capter beaucoup plus largement les signaux à partir de ce type d'outils. Voilà, donc des alternatives existent. L'idée, bien sûr, ce matin, comme je disais, c'est pas un grand des éléments théoriques sur le sujet. C'est fort de quelques constats et peut-être de réponses à des questions que vous pouvez avoir, ou peut-être quelques précisions, nous, en tant qu'observateurs et en tant qu'opérateurs techniques de certaines de ces passerelles, de ces modalités. Et puis aussi d'avoir un moment d'échange plus politique, plus académique, hein, ce qui là nous dépasse sur cette position de la FNEJ qui, mécaniquement en tout cas, on peut le dire sans exagérer, je pense, exclut de fait une grande partie de la littérature francophone et réduit, hein, bien sûr, la valeur de la production francophone, ce qui est un choix collectif très fort, hein, on pourrait dire, dans le domaine de la gestion, qui à tout le moins mérite de bien s'y arrêter. Alors, la FNEJ nous dira qu'ils y ont bien réfléchi, mais je pense qu'en tout cas, c'est une décision que les communautés de recherche en gestion dont ils doivent prendre la mesure pour voir ce que ça va faire dans le temps. Et c'est un choix qui, tactiquement aussi, peut poser beaucoup de questions, hein, dans le sens où, effectivement, le fait d'embrasser ces outils ne veut pas dire d'un coup être accepté par eux, hein, puisqu'il y a quand même des résistances extrêmement fortes, comme on l'a dit très très rapidement, mais qui sont factuelles un peu à l'intégration forte, un peu de la production des francophones dans des ensembles qui sont de fait assez auto-entretenants et qui sont très centrés et qui ne s'en cachent même pas sur la production nord-américaine, si on les prend telles quelles et brutes de décoffrage. Voilà, je ne vais pas tellement plus loin pour la dimension un petit peu, on va dire, introductive de cette réunion. L'idée, c'est pour ça qu'on avait fait une réunion comme ça, un peu Zoom, à périmètre ouvert, c'est aussi qu'on puisse faire tourner la parole et que vous nous disiez un petit peu. Alors, quand même, en objectif de cette réunion, de cet échange, on s'était dit, mais c'est notre proposition, à vous de nous dire, que l'idée était de dégager des pistes d'action collective. On en voit deux, trois par rapport à ça, mais il faut qu'elles rencontrent votre intérêt, votre notamment, il faut savoir qu'on a peut-être un canal de communication possible et pas trop utopique, enfin pas trop, je sais pas, euh, voilà, on pourrait d'une certaine façon solliciter dans la foulée de l'article qu'on a eu cet été dans Le Monde, peut-être solliciter une tribune pour faire valoir en quoi il y a une inquiétude peut-être ou que d'autres logiques d'évaluation de la recherche francophone en gestion seraient possibles en ayant une politique non pas de dénonciation mais d'interpellation un tout petit peu de la FNEJ sur les conséquences en tout cas de ce qu'on est en train de faire en termes de classement. C'est une des possibilités. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il faut faire ça d'autres choses? Je crois savoir, certains et certaines d'entre vous nous l'ont pointé aussi, que demain il y a une réunion du comité scientifique de la FNEJ. Donc il y a aussi des questions de gouvernance qui sont propres à la FNEJ et internes, et sur lesquelles là, nous, c'est pas notre rôle, bien sûr, de s'exprimer. Voilà. Alors, si vous voulez bien, peut-être on peut fonctionner par main levée pour faire circuler un peu la parole, et on va essayer le moins mal possible, moi, Pauline, peut-être, de faire circuler la parole pour que on puisse échanger, répondre à des questions aussi sur ces sujets qui sont peuvent être assez denses. Mais si là le but est de moins de rentrer dans la technicité de certaines choses que d'essayer de prendre un peu l'image globale et de raisonner en termes peut-être plus politiques, on pourrait dire. Est-ce, Thomas, je peux parler? Oui, Dimitri. Oui.
Vas-y, Dimitri, je t'en prie. juste parce que je ne vais pas rester longtemps, excusez-moi. Juste une question, est-ce que le Cairn ne pourrait pas nous aider disons, à être référencé, indexé, comme on peut dire, dans tout le répertoire du monde entier et des environs? Alors effectivement, par rapport à... Et nous, on a une action qui est une relation relativement agnostique, parce que certaines revues disent, mais Kern, vous avez l'air de dire que Scopus, Web of Science, c'est peut-être pas la bonne logique, mais on aide les revues qui le souhaitent à intégrer ces corpus. On les aide comment? Parce qu'il y a un certain nombre de... Un, en informant, deux, en apportant certains enfin, moyens matériels, qui sont de se dire il faut réviser l'anglais, il faut faire un travail sur des métadonnées, sur des résumés qui vont être clés, il faut une base de charte éthique sur lequel travailler pour pouvoir un peu se dire quel est exactement le standard là-dessus pour Donc ça, on apporte autant que possible de la matière, du temps, d'accompagnement. Et derrière aussi, de façon très factuelle, même pour des revues qui sont très autonomes, c'est nous qui alimentons techniquement les répertoires de citations de Crossref et les métadonnées de Scopus ou du Mm. Web of Science à partir de la base de données structurées qu'il y a. Donc on peut essayer et faire, mais on n'est pas décisionnaire. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a à peu près 200 revues présentes sur Kern qui sont indexées dans Scopus, toutes disciplines confondues. On voit que pour certaines revues, ça ne passe pas, y compris pour des raisons intrinsèques au projet de la revue. À partir du moment où une revue a un ancrage, par exemple, professionnel, ou souhaite avoir au moins une partie de ses numéros qui s'adressent à des professionnels de la gestion, ou qui en tout cas sont des articles qui changent un peu du format absolument canonique qui vient du monde un peu biomédical, eh bien, dans certains projets, ça ne passe pas. Et là, la question est plus fondamentale, en se disant, ah, bah du coup, je suis une revue en entrepreneuriat dont les articles, il faut pas qu'on parle aux professionnels. Alors ça m'embête parce que le projet de la revue, c'est justement de, à la fois être une revue académique sérieuse, mais aussi de faire le lien avec des pratiques dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc là, quand Scopus me dit non, on n'est pas intéressé, si la FNEJ se fonde strictement là-dessus, ça veut dire que indirectement, la FNEJ n'est pas intéressée par des revues qui essaient de travailler leur lectorat professionnel, ce qui pose d'autres questions. Ah, voilà, c'est au moment où on lit directement la logique Scopus ou la logique WOS à l'évaluation des revues de gestion, que effectivement ça dit des choses sur un académisme pur, d'une certaine façon, et extrêmement normé, qui vient de ces bases de données. Et qui, en gros, effectivement, vient du monde du biomédical. Hein, quand on vous demande de déclarer les conflits d'intérêts dans les articles, d'évaluer, d'avoir des évaluations à l'article extrêmement rapides de quelques semaines, c'est des tropismes, on le sait, hein, la logique de ces outils, elle vient du monde, effectivement, des sciences du vivant, avec un certain nombre d'évolutions qui se plaquent un peu telles quelles finalement sur les sciences humaines et sociales. Et ils ne changeront pas leur logique, hein, pour nous, ça c'est sûr. Oui, Monsieur Berry, Michel. Pardon. Euh, j'ai écrit en 2004 un article dans Le Monde qui s'appelait Il faut arrêter, il faut, la recherche en gestion doit échapper aux standards américains. Et en expliquant la différence entre les revues américaines de l'époque, qui étaient très académiques, souvent critiquées aux États-Unis même par le fait qu'elles sont assez coupées de la pratique, mais bon, elles sont dominantes, elles sont connues, et puis quelquefois la colonisation commence souvent dans la tête du colonisé avant du colonisateur. Et le pire, je sais que j'allais souvent aux États-Unis à l'époque, les gens qui font dans les revues américaines des choses pas mal, mais un peu moins bien que ça les intéresse pas du tout. Et donc, c'est une quête un peu vaine de reconnaissance que de faire ça, alors que en Europe, on a des institutions différentes, on a des modalités. Il est plus facile, par exemple, de faire des travaux de terrain en Europe qu'aux États-Unis, parce que la pression de la publication n'est pas tout à fait la même, etc. Et donc, se fonder sur les normes américaines pour développer, en tout cas en gestion, ça dépend des disciplines, ça me paraît absolument stupide et je concluais l'article en disant le scénario catastrophe, en dévalorisant les revues de terroir, c'est-à-dire européennes, on dévalorise par contre-coup les traditions dont elles sont les vecteurs. Progressivement, ces recherches n'attirent plus les jeunes talents, les anciens se démotivent, les exigences se relâchent, la production se délite. À quoi bon alors faire des recherches en France si on est ambitieux? Cette menace pèse d'ailleurs dans tous les pays européens où la tendance va à la soumission aux standards américains. Après cet article du Monde, j'ai eu beaucoup de contacts avec des Allemands qui disaient, vous avez raison, c'est un problème. Donc, le scénario peut être évité si on sait valoriser ce qu'on fait en Europe. Et moi, j'avais beaucoup apprécié l'article du Monde. Je disais, tiens, sur Kern, j'ai diffusé à beaucoup de monde, Kern Info, voilà un support qui peut
nous permettent d'éviter le pire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser de ce qu'il faut aux États-Unis, mais éviter le pire, c'est-à-dire repérer des singularités, des originalités françaises ou européennes qui intéresseront les Américains eux-mêmes. Absolument. Et c'est pour ça que quand j'ai vu votre message sur les classements, je me dis, oulala, si Kern adopte la position de la FNEJ, on est mal parti. Je ne comprends pas la position de la FNEJ, qui me Bah, semble stratégiquement très très faible. On, C'est-à-dire, on est d'accord. Ah, on est d'accord. En tout cas, pour clarifier, si nous on devait avoir une position, c'est que d'autant plus qu'elle est poussée, hein, Michel, on pourrait rajouter à ce constat de 2004 la poussée maintenant très forte de la production francophone du Sud, si je puis dire, qui fait ouais, que ce qui est vrai en France est a fortiori vrai au Maroc, en Sénégal et ainsi de ouais, suite, et que la taille critique, le problème n'est pas français, le problème est francophone, effectivement, et qu'on peut se dire que pour le coup, il y a une taille critique tout à fait louable, qui encore une fois sont d'ailleurs aussi l'intérêt de ces outils d'analyse, qui sont plus preneurs de voir émerger l'originalité de cette recherche pour repérer des points ouais. voilà, de créatifs, originaux, intéressants à l'échelle internationale, plutôt que de voir simplement assimiler toute une production à ce qui est déjà en place J'ai- en Amérique du Nord. Juste un mot, on a un partenariat à l'École de Paris, un partenariat avec l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc, qui a créé une école d'ingénieurs où on fait des cours et une école de commerce. Et on voit bien dans cette école qu'il y a une tension entre la- la- les, les publications américaines et le parler américain dans les enseignements, alors que la plupart des étudiants et des profs sont plus à l'aise en français et ils sont un peu c'est-à-dire, ils savent qu'il faut faire quelque chose pour être reconnu aux États-Unis, mais ils sont quand même très intéressés de ce qui peut venir de France. Et c'est vraiment, ce serait vraiment stupide Exactement. de ne pas se défendre. Et c'est Tout- pour ça, je vous dis, moi, l'article du Monde sur Kern, je me suis dit, ah, ça c'est chouette. Kern peut devenir un instrument pour éviter de s'ajuster bêtement sur des stratégies Et tout à fait. Et sans ambition. comme dans toute crise, il y a des opportunités. C'est peut-être Voilà. l'occasion de se dire, bon, plutôt que vouloir absolument changer ça, il y a aussi l'idée de faire des propositions. À un moment, ces classements et Oui, ces propositions, elles viennent du fait, ce qui était un peu notre optique le début, mais encore une fois, ça n'a de sens que si la communauté des revues francophones bien sûr. est intéressée, hein, bien sûr. Aurélien, vous vouliez aussi rebondir sur ces sujets. Oui, oui, merci Thomas pour cette réunion et bonjour à tout le monde. Je pense que voilà, bon, tout le monde connaît mon point de vue sur les classements et l'importance voilà, de défendre une pensée francophone, mais je pense que pour imaginer des alternatives, il faut aussi comprendre la position de la FNEJ. Et en fait, pour moi, la position de la FNEJ, elle s'explique essentiellement par en fait, quel est le public de la FNEJ? Le public de la FNEJ, c'est à la fois les universités dans lequel il y a un système d'évaluation de la recherche qui est ce qu'il est, voilà, et c'est les écoles de commerce. Et aujourd'hui, dans les écoles de commerce, et je suis bien placé pour en parler puisque j'y travaille, le seul système aujourd'hui qui est utilisé pour évaluer la recherche, ce sont les classements de revues. C'est vraiment le truc qui structure absolument les promotions, les primes, etc. Et les écoles de commerce françaises, bon, alors je sais, c'est encore plus loin que nous chez Neoma, mais on a aujourd'hui un corps professoral qui est très largement international. Donc la position de la FNEJ, elle est aussi par rapport à ce public-là qui réclame un outil qui va lui permettre, entre guillemets, d'évaluer son corps professoral. Et je pense que c'est cette tension-là qui explique le choix de la FNEJ, que je regrette, mais qu'il faut comprendre dans, à mon avis, toute initiative qu'on voudrait avoir pour faire évoluer les choses. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de défendre le point de vue de la FNEJ, je suis en train de dire que Je comprends bien. voilà pour moi, quel est le point clé qui explique le positionnement. Et ce que dit Jérôme Cabi quand il parle des classements, c'est qu'il dit, bah oui, le rôle de la FNEJ, c'est de classer des revues francophones, voilà, pas aussi bien qu'un rang 1, mais ça permet qu'elles existent dans les systèmes d'évaluation des écoles de commerce. Et elles n'existeraient pas, effectivement, s'il n'y avait pas le classement de la FNEJ, parce qu'on prendrait le classement ABS et il y aurait pu la revue française de gestion, Gérer et comprendre, enfin toutes les revues qui sont autour de la table. Mm. Voilà. Mais c'est pour On- moi le contexte que je voulais juste voilà, Et rappeler. on doit être conscient de ça, c'est-à-dire que nous, pour avoir participé à beaucoup et assisté à beaucoup de débats là-dessus, y compris dans des contextes très loin de la France ou en Amérique du Nord, où c'est tout autant dénoncé parfois cet enfermement, c'est la question de la proposition. C'est-à-dire qu'il y a de se dire, on est tous d'accord, il y a un consensus, même les gens du Web of Science sont là en disant, écoutez, on est d'accord de la limite et surtout de l'utilisation qui est un peu des dérives d'utilisation qui peut être fait des métriques qu'on peut produire. Mais qu'est-ce qu'on fait?
quelle est l'alternative? Et effectivement, alors, ce qui est nouveau dans le moment actuel et là où on se pourrait peser, c'est dans la façon de proposer des alternatives. Et là, effectivement, la plupart du temps, ça se heurte à des questions opérationnelles, techniques. Mais c'était aussi un peu la préparation de cette tribune dans le monde qui était un peu préparatoire en disant, bon, pour Cairn aujourd'hui, et on a commencé à y travailler, il y a une façon de pouvoir dire, établissement par établissement, vous êtes Neoma, on peut vous donner des éléments d'impact de ce qui se passe avec les articles et les auteurs de Neoma. Pourquoi? Parce qu'une filiation technique est faite. On sait que Aurélien Rouquet a publié tel article, qui a tant de citations, tant de trafic, et on sait qu'il est affilié à Neoma. Donc on peut inverser le processus pour dire, voilà, sur la production de Neoma qu'on voit, quel est l'impact? Quelle est sa circulation internationale? Quelles sont des revues qu'on peut... Et avec un point de vue, évidemment, sur cette énorme, on pourrait dire, boule à facettes de la recherche mondiale, qui est un point de vue forcément partiel, mais comme l'est le Web of Science ou Scopus, et qui en tout cas, à tout le moins, permet d'hybrider les logiques. Non pas pour dire on fait un classement alternatif des revues, mais quand même pour se dire, bon, comme tout classement, est-ce qu'il confirme, est-ce qu'il corrobore ce que effectivement je vois dans les classements américains, ou est-ce que pour le coup c'est complètement inverse? Ne serait-ce que ce qu'on a un problème de zoom. Aujourd'hui, la cinquantaine de revues de gestion qui sont dans ces outils américains, ils sont écrasés par, d'une certaine façon, les métriques qu'ils obtiennent au sein de ces outils sont très biaisées parce que ils sont écrasés par des tropismes en disant, tiens, on a fait un ou deux articles en marketing un peu à l'américaine, d'un coup ils ont un peu plus de citations, et comme on est tous dans l'épaisseur du trait du fond de ces classements, ça peut permettre à une revue de française d'être deux fois plus importante en impact qu'une autre. Est-ce que ça veut dire que ces travaux ont deux fois plus d'importance? Non, ça veut dire que la variation qu'on voit, elle est pour un statisticien non significative. Elle est effectivement dans l'épaisseur du trait, si je puis dire. Alors que si on zoomait et qu'on avait une masse critique un peu plus importante de données sur les revues françaises, ça permettrait de voir les phénomènes dans toute leur ampleur, dans toute leur dimension. Donc effectivement, on doit aller, non pas, quand je dis alternative, c'est peut-être aussi complément. C'est aussi d'une certaine façon de prôner une logique un peu complémentaire et d'hybrider certains constats parfois un peu mécaniques, hein. Cette revue est à l'évidence plus importante que telle autre, avec un autre outil d'observation de l'analyse. Aurélien, vous vouliez rebondir. Et juste pour compléter, ce qui me semble très important, c'est l'idée aussi d'évaluer, entre guillemets, un impact local et territorial. C'est-à-dire que ces classements et ces mesures d'impact, elles évaluent uniquement, en gros, est-ce qu'on est cité par des autres revues anglo-saxonnes, mais est-ce qu'on est lu par les étudiants, est-ce qu'on est repris par les entreprises, enfin voilà, cette question de montrer aussi qu'on a un impact sur notre territoire francophone et qu'il est important, bah, c'est aussi quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte par ces classements. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose à intégrer, à imaginer dans la réflexion. Bon, parce que l'impact derrière cette notion qu'on a tendance à essayer de mettre un peu comme un absolu, il y a la question c'est pour qui? Et effectivement, comme les cibles des revues sont multiples, peut-être même, et ça c'est la question de la finalité de la FNEJ, c'est-à-dire que c'est la vision qui est celle de la FNEJ, il nous semble, pour ce qu'on a entendu un peu, qu'il y a des contradictions aujourd'hui. Quand la FNEJ peut-être affiche un certain volontarisme vis-à-vis de la transmission de la recherche en gestion auprès des entreprises, ce qui peut être le cas des Oui, grandes écoles aussi. Ça, c'est contradictoire avec un alignement complet avec des logiques à la Scopus Web Science qui sont complètement décorrélées d'une absolument. vie économique locale. Ça, c'est sûr. Donc, c'est aussi faire peut-être des suggestions sous un angle parfois positif en disant, à tout le moins, pour certains axes de la stratégie de valorisation de la recherche francophone en gestion, enfin de la recherche en gestion, laissons le francophone, eh bien, la notion de ces grands outils américains ne vont mesurer l'impact qu'auprès des chercheurs internationalisés anglophones. Et ça, c'est une partie de la cible, mais ça n'est pas toute la cible. Oui, Michel. Est-ce qu'on peut lancer l'idée du fait qu'il y a plusieurs critères d'évaluation, que l'évaluation, c'est pas un seul critère, ça peut être une évaluation multicritère, et parmi ces critères, il y en a d'autres que Kern peut permettre de documenter? Absolument. Alors après, on est dans un contexte presque d'urgence parce on pourrait avoir cette discussion tout à fait sereinement en disant, on pourrait construire de façon intelligente un nouveau classement 2025 un peu plus équilibré avec un outil Kern sur base OpenAlex avec des données qu'on structure pour avoir des interfaces rapidement prêtes à l'emploi, et parallèlement à ce qu'on observe sur le WOS et le Scopus qui existent et c'est pas l'idée de nier quoi que ce soit. Le problème étant l'urgence relative dans laquelle nous-mêmes, me semble-t-il, la position actuelle du classement de la FNEJ, qui est de se dire, bon, plus de débat, on arrête de tourner autour du pot, ce qu'on fait depuis longtemps, certes, mais en absence de solution, je préfère prendre une position extrême que de rentrer dans la complexité d'un hybride qui va falloir constituer. Mais effectivement, ça, je vous laisse juge de ce qui est possible, mais ça appellerait plutôt un peu plus de temps long.
hein, si je puis dire, au sens où Mm. l'idéal, ça serait de constituer un groupe de travail. Monsieur Bretonès candidatait dans le chat, j'ai cru voir, et je pense beaucoup d'autres d'entre vous seraient partants pour se dire, mais attendez, ça, on peut en discuter. Et c'est pas à Kern qui est un opérateur d'en discuter, ça peut être des responsables de revue et un comité de nature plus scientifique qui peut essayer de construire, voilà, à partir des possibilités techniques, des optiques multicritères, les moins mauvaises possibles, pour dire des choses d'autres types de lectorat, professionnels, étudiants, en France, en Afrique, en Amérique, bon, et à travers des traductions en anglais, pour essayer de faire des zooms, simplement apporter de la Mm. connaissance un peu plus précise que ces outils américains qui, encore une fois, euh, donnent une image extrêmement impressionniste de la recherche francophone, puisque vous êtes vraiment en bordure, si on était là, c'est le petit pixel en coin de l'écran, hein, vraiment, Mm. et ça, c'est un peu dangereux de construire des analyses sur des données qui sont de fait très faibles, très peu importantes, beaucoup, très peu Mm. d'articles pris en compte, et surtout Mm. très peu de citations dans les revues américaines, donc peu de matière d'analyse, hein, finalement. Oui, juste un mot. Et juger des professeurs seulement sur ce critère n'est pas une bonne chose pour les rapprocher des étudiants. Parce que moi, j'avais une fille qui a fait un cours d'une grande école de commerce et j'ai compris que quand c'est un prof qui publie, je ne vais pas à son cours, ce qui ne m'intéresse pas. J'en ai d'autres qui sont moins connus. C'est potentiellement catastrophique, je trouve. Surtout qu'une école de commerce française recrute des jeunes, c'est pas comme aux États-Unis, ils sont pas encore mûrs, donc le rôle de l'encadrement enseignant est extrêmement important. Donc un enseignement publiant qui publie sur des choses abstraites dans des revues que aucun de ces jeunes ne lira, et sauf miracle, n'est pas bien connecté aux enjeux Ouais, de on est l'enseignement. tout à fait d'accord. Et en plus, ceux qui assurent les cours des écoles de commerce sont moins valorisés que ceux qui publient. Donc, ils sont moins payés. Donc, bref, c'est un porte-à-faux. Bon, je Il sais y a bien que c'est pas facile, il y a un mais paradoxe. Oui. absolument. Mais il y a un paradoxe absolument terrible. C'est drôle parce que j'ai écrit ça, et j'ai annoncé la catastrophe il y a très longtemps, et elle se produit. Ouais. Et Et que je- j'ai vu que des chercheurs qui ont beaucoup apprécié une technologie invisible se sont fait prendre dedans. C'est que, bon, j'avais scientifiquement raison, mais j'aurais préféré avoir tort. Et Et effectivement, on le voilà. sait, et Jean-Philippe qui lève la main, ça ne m'étonne pas parce que j'allais le citer. Il y a un paradoxe fondamental qui est aussi celui du fonctionnement parfois de l'évaluation des écoles qui s'appuie sur la recherche, alors ce que vous pointiez, Michel, c'est pas effectivement un critère forcément de qualité de l'enseignement pour des étudiants, par exemple. Donc il y a Dans la recherche américaine, de la parce recherche que américaine, effectivement. Ouais, tout à fait. Jean-Philippe, tu voulais réagir aussi. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'abord pour cette réunion qui me paraît extrêmement importante. Moi, j'ai trois points à soulever. Alors, j'ai suivi ces débats d'assez loin, n'étant plus en responsabilité d'une revue, mais j'ai suivi ces débats d'assez loin et je note trois éléments au vu de ce qui a été dit. D'abord, c'est le côté totalement contracyclique de la décision de la FNEJ. C'est-à-dire, on est dans un monde qui se fragmente, on est dans un monde où les tensions internationales n'ont jamais été aussi vives, et la FNEJ continue à raisonner dans le paradigme que j'ai appelé du high cost, en espérant la high value, mais de fait low value, c'est-à-dire un paradigme de la globalisation où finalement on pourrait aller vers le tout anglais, et enfin, on a démonté ça à d'innombrables reprises, y compris dans une étude de la FNEJ. Donc voilà, et des effets délétères que ça pouvait avoir. Donc, premier point, c'est le côté contracyclique. Outre d'ailleurs ce qu'on avait déjà produit nous aussi dans le monde sur la recherche francophone n'a aucune raison de se soumettre à l'ordre anglo-saxon. Donc ça veut dire qu'on est face à une vraie rigidité politique et qui peut nous envoyer dans le mur. Vraiment, je pense que il y a un moment où il faut mettre les mots et ça peut nous envoyer dans le mur. Le deuxième élément, c'est la réaction d'Aurélien sur les écoles. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, ce que tu n'as pas précisé, Aurélien, c'est que tout ça est financé sur le dos des familles et des étudiants. Cette explosion des coûts de formation et des frais de scolarité dans les écoles. Et que là, il y a un vrai débat démocratique. Alors d'abord, est-ce que les universités doivent s'imposer la logique des écoles? Ça, c'est un vrai sujet. La FNEJ étant censée représenter l'ensemble des parties prenantes, elle ne peut pas prendre des décisions au nom que d'une partie prenante et des besoins d'une partie prenante. Mais au-delà de ça, on sait très bien qu'on est dans un univers qui est globalement, j'allais dire presque enfin, je veux dire d'une hypocrisie sans nom. Parce que l'essentiel des étudiants reste des étudiants français dans les écoles, si je neutralise la question des professeurs. Deuxième point, les écoles font des formations exécutives. Les entreprises qui sont consommatrices de ces clientes de ces formations exécutives sont majoritairement, très majoritairement dans le contexte français et francophone. Et donc, résultat des courses, pour alimenter une course au classement du Financial Times et autres, et la liste FT50 et tout ça,
eh ben, on fait supporter ce coût sur des étudiants dont les frais de scolarité explosent. C'est-à-dire qu'on justifie ça au nom de l'excellence, etc., etc. Mais on sait très bien que ceux qui en supportent le coût n'en tirent aucun bénéfice, à part un classement le plus élevé possible de son institution dans des classements. Donc ça pose la question de ces classements. Mais ça, je pense que c'est un vrai débat presque citoyen, hein, et démocratique. On a vu les effets de ce genre de choses aux États-Unis avec l'explosion de la dette des étudiants qui aujourd'hui s'interrogent énormément. Le MIT vient d'annoncer des mesures très fortes, c'est-à-dire qu'à moins de 200 000 dollars annuels du foyer fiscal, les étudiants ne paieront plus de frais de scolarité. Donc il y a un vrai débat derrière qui est complètement neutralisé derrière tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet des jeux d'images, mais ça n'a rien à voir avec la science. Voilà, ça n'a rien à voir avec la science. Et ça, à un moment, il faudra bien que ce débat sorte, parce que de fait, la FNEJ devient complice de ça. Voilà, de cette explosion des frais de scolarité des écoles et de ce système. Puis le troisième point, donc après la dimension contracyclique et les écoles, c'est quand même qui classe. Qui classe? Et là, je suis désolé, mais il y a un collège scientifique des associations académiques qui classe ses propres revues. Ce n'est pas supportable, ce n'est pas admissible. À un moment, il faut que des acteurs tiers classent. Il faut que des acteurs qui ne soient pas jugés partie du jeu procèdent à ces classements. On a eu le même problème avec la liste CNRS, exactement le même problème. Elle a disparu. Donc, à un moment, il faut, moi j'ai toujours défendu l'idée que, je ne sais pas s'il faut abandonner les classements, mais à minima, avoir une liste de revues reconnues, labellisées, qui permet de dire ça, ça vaut quelque chose. Ensuite, le problème, c'est la hiérarchisation. Et c'est la hiérarchisation qui nous enferme complètement dans ces logiques de domination, de soumission, de tout ce qu'on veut, sans parler du fait que beaucoup considèrent qu'il ne devrait même pas y avoir de classement francophone. Donc en fait, c'est ça le débat derrière, c'est la disparition des classements francophones. Et ça, je pense que poser ce problème de qui juge, qui classe, et peut-on classer quand on est jugé parti, je suis désolé, on ne peut pas classer, c'est un problème d'éthique scientifique élémentaire, on ne peut pas classer quand on est soi-même jugé parti. Ce n'est pas possible. Et donc, partant de là, on a une sorte à la fois de dimension d'erreur stratégique, mais absolument majeure, parce qu'on ne voit pas le monde qui change. On alimente des dynamiques qui, à la fin, pèsent sur le citoyen, sur le contribuable, sur l'étudiant, sur tout ce qu'on veut, qui deviennent complètement folles, mais vraiment complètement folles. On n'est pas loin. Nous avions eu une séance comme ça avec Franck Agéry en disant, en fait, on est dans un monde de subprime académique. Voilà, une sorte de crise des subprimes académiques, parce qu'on produit de plus en plus de papier que personne ne lit. Donc, en fait, c'est comme les maisons que personne n'habite. Voilà, c'est ça la logique des subprimes. Donc, on a la même logique, une logique financière qui est complètement folle, mais qui pèse très concrètement sur les épaules des étudiants, qui assument ces frais de scolarité. Et, Quoi? et le dernier point, Ça va mieux. est-ce qu'on peut classer quand on est jugé Oui. parti? Pour moi, on ne peut pas classer quand on est jugé Et parti. comment? Il nous faut des acteurs tiers, et je pense que Kern peut être cet acteur tiers, parce que Kern n'a pas d'intérêt, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas parfois de ceux qui classent. Voilà. Laurent, vous vouliez aussi rebondir et alimenter peut-être aussi cette réflexion collective? Oui, oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis en phase avec les premiers propos tenus, hein, notamment de Michel et Jean-Philippe, évidemment. Oui, juste trois points. Donc, le premier, c'est en fait, dans un monde idéal, ce serait bien s'il n'y avait pas de classement. Mais les classements, comme c'est, on a l'impression que c'est une activité humaine de base, quoi, hein. Donc, voilà, il faut classer, évaluer. Donc, si on s'en occupe pas nous-mêmes, de toute façon, il y en aura toujours qui en feront mal. Donc, en fait, il n'y a pas le choix, à mon avis. Deuxième point, c'est effectivement, il y a une place aujourd'hui, et Kern peut tout à fait le jouer. C'est pour ça que j'avais réagi très positivement à ce que vous avez fait avec d'autres collègues, dont Jean-Philippe. Euh, les classements, en fait, on parle d'impact, mais c'est des impacts consanguins, en fait. Donc pourquoi pas? C'est des impacts intra-communauté, mais c'est pas du tout, ça mesure pas du tout d'impact société sur la société ou un tant soit peu exogène. Et en y réfléchissant,
le nombre de consultations, effectivement, avec la source de qui consulte, hein, étudiants, universitaires, journalistes, législateurs, on a un certain nombre à être régulièrement sollicités, hein, sur des lois, etc. Et en fait, on leur envoie nos travaux, quoi, où ils les ont consultés, bon voilà, etc., etc. Ça me semble vraiment la voie à prendre. Et le troisième point, c'est d'un point de vue plus politique, le fait que effectivement, même si on a des vocations à être internationalisés, l'espace francophone, c'est vraiment un domaine à prendre. Il y a énormément de demandes pour ceux qui y vont régulièrement, hein, dans des pays, des universités, des écoles, des entreprises, de l'espace francophone. Là encore, hein, si on ne s'en occupe pas nous, d'autres, il suffit de voir, même au plan académique, hein, la présence turque, russe, chinoise, qui prend les trous où on n'est pas, quoi, hein. Donc, voilà, hein. Donc pour ces trois dimensions, oui. Après, bon, bah, débattons sur la forme, etc. Mais je pense que ce qui a été fait, c'est franchement, il me semble que c'est déjà un coup quasiment de maître, quoi. Et encore une fois, on reprécisera des questions techniques, mais la technologie peut un certain nombre de choses. C'est là où il faut remettre sur la table pour regarder ce qu'on veut faire. Mais par exemple, Laurence, que vous pointiez, analyser, on a commencé, nous, à faire des tests, d'analyser le nombre de citations ou de mentions des travaux académiques dans les rapports de la vie Hum, publique hum, francophone, en hum, France, en Belgique, en Suisse. hum. C'est quelque chose qui demande et qui est forcément un travail local. C'est un peu pareil que pour la presse, la traçabilité dans Hum, la presse. tout à fait. Les altmétriques américaines vont vous dire, vous n'avez pas de mention dans le Washington Post dans contrôle, comptabilité, audit. Mais Hum, ça ne veut rien dire. Il faut hum. assumer le caractère local, comme on disait, territorial, les terroirs, comme disait Michel. Exactement. Mais en se disant, moi, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a de l'impact dans de la presse professionnelle en gestion, dans Le Monde, dans Le Figaro, et Oui, effectivement, avec des périmètres. Et il pareil sur les rapports, en disant, bon, avoir influencé un rapport de la Cour des comptes en France, ça n'apparaîtra pas dans les rapports américains, mais c'est la finalité de certains travaux, hein, exactement, francophones. exactement, exactement. Dans la PQR, hein, on a un Ouais. certain nombre, ah, voilà, les travaux cités dans Midi Libre, Ouest France. Là, on est vraiment sur de l'impact, Et ça, techniquement, c'est possible vrai aujourd'hui. impact, On quoi. n'a jamais Voilà. été aussi bien équipé pour le faire. Encore faut-il Ouais. vouloir le faire et surtout l'organiser pour que le mettre en visibilité progressivement, hein. Il y a une certaine progressivité dans ce qu'on évoque. Ça va pas être le grand soir, évidemment, mais c'est déjà de s'engager dans une forme de proposition, hein, là-dessus. Benjamin, tu voulais aussi rebondir et puis après, je vois que Michel aussi a relevé la main. Vas-y, Benjamin. Merci. Alors, juste, j'ai essayé de contribuer en disant deux choses. La première, je pense que c'est une évidence pour tout le monde, mais ça va aussi bien en étant dit. La question sur les classements et qui nous classe dépasse le domaine de la gestion. C'est un sujet qui est d'actualité pour toutes les sciences, toutes les publications scientifiques, qu'il s'agit de médecine, de recherche. Enfin, voilà. Donc, en médecine, qui est un domaine que je connais bien, on a le problème des points SIGAP. Et effectivement, il y a derrière tout cela une question de financement des institutions, des auteurs et de prise en compte de leur publication pour leur carrière. Donc, c'est un sujet qui est vraiment global et qui touche finalement toutes les publications scientifiques. La deuxième chose que je voudrais dire, et là je me fais l'avocat du diable, et pardon, je veux pas jeter un pavé dans la mare, mais je vous entends depuis tout à l'heure dire, et je suis pas contre, hein, bien au contraire, j'ai des relations très amicales avec Kern, que ce serait bien que Kern s'occupe de faire ce classement-là. Mais attention, d'un point de vue extérieur, Kern peut aussi être considéré comme étant jugé parti. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, je veux bien que Thomas nous le confirme, mais Kern est une entreprise commerciale, même si c'est une société à mission, qui vend des abonnements. Et donc, faire porter par Kern le classement des publications qui se retrouvent dans Kern, c'est peut-être un biais auquel il faut penser avant de se lancer dans l'aventure.
Voilà. Et nous, on n'a aucune velléité là-dessus, parce que, enfin, je veux dire, et effectivement, Benjamin pose la bonne question de la légitimité de ce qu'on va produire. Comment la maximiser, comment... Si demain, l'idée, c'est d'aller faire une proposition à la FNEJ en leur disant, vous savez, on est des gens gentils et participants, hein, on représente les revues francophones, en tout cas qu'on diffuse, on essaye, et sans être parfaitement, voilà, bien sûr, il y a une parole collective. Donc, mais par contre, on peut mettre des outils sur la table qui permettraient à la FNEJ, par exemple, de mieux travailler. Alors, si la FNEJ ne veut pas s'en saisir, il peut y avoir constitution d'une sorte de collectif. Hein, si ça doit être une association ou une structure qui vous paraît très pertinente, qui se dise il faut décorréler complètement la logique vente d'abonnements et diffusion des connaissances, d'ailleurs au passage des livres, qui sont largement niés dans les classements américains, hein, donc parce que ça pose aussi la question de la négation de la production de livres, hein, cette histoire d'alignement sur Scopus. Bon. C'est déjà le cas dans les classements de revues, mais on peut participer au fait de réouvrir le sujet en disant arrêtons de dire qu'un livre n'a aucune forme de connexion avec la vie académique. Peut-être ça pourrait aider à avoir une image un peu plus représentative. Mais Benjamin a raison de se dire, nous, on est ouvert à toute forme de gouvernance et de structure qui fait que, au-delà de la capacité opérationnelle, des data, où nous, on peut, dans notre mission, si je peux dire, mettre sur la table des outils en disant, bah, nous, on veut bien faire le travail. Après, effectivement, où est-ce que se passe la prise de décision, le pilotage de l'ensemble? C'est pas forcément nous. Hein, on est bien d'accord, Benjamin. Alors, il y avait dans l'ordre, je crois, Michel, Aline et après Véronique. Alors, j'espère que le marteau-piqueur va se calmer. Mais vous l'entendez, le marteau-piqueur, non? Non. Bon. Je veux dire, pourquoi faire des classements? C'est pas obligé. C'est si vous avez des indicateurs d'impact auprès des étudiants, vous pouvez simplement les diffuser. Alors, la question, c'était, est-ce que vous le diffuseriez publiquement ou est-ce que vous le diffuseriez aux revues? Par exemple, moi, je sais que C'est une des questions. souvent, on regarde nos indicateurs, on regarde nos statistiques sur nos revues et on peut les invoquer à des interlocuteurs. Si, par exemple, pour le journal de l'École de Paris, on parle avec des entrepreneurs, voilà, il y a eu tel genre d'article, il y a eu tant de citations. C'est-à-dire que finalement, les revues sont dans des environnements variés et elles peuvent utiliser des paramètres que vous mesurez selon l'environnement auquel ça débouche pas forcément sur un classement, ça débouche sur la mise en évidence d'un certain nombre de paramètres d'impact différents de ceux qu'on mesure dans le classement dominant. Bon, je coupe parce que mon marteau-piqueur reprend de la force. Et donc, il y avait aussi Aline qui voulait rebondir aussi sur ce qu'on évoquait. Oui, merci Thomas. Bonjour à tous et tous. Je partage tout ce qui a été dit, bien entendu. Moi, je pense que finalement, au travers de tout ce qu'on est en train d'évoquer, ce qui manque finalement aujourd'hui en France, dans la communauté, en tout cas en particulier en sciences de gestion et du management, c'est finalement une stratégie nationale. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Et donc, je pense qu'avant de parler de classement, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord ensemble. Et là, je trouve qu'on forme une belle communauté, peut-être pas exhaustive, mais en tout cas déjà une belle représentation, de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut réellement valoriser au travers de nos recherches aujourd'hui? Nos recherches doivent parler à l'ensemble de la société, que ce soit le citoyen lambda, que ce soit l'étudiant, que ce soit l'entreprise, enfin voilà. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur ça et ensuite, au travers, moi j'ai été bluffée quand Thomas m'a présenté toutes les statistiques qui sont aujourd'hui consultables tous les jours, les tableaux de bord qu'on peut avoir au travers de Kern. Je pense que vous êtes les seuls aujourd'hui à avoir toutes ces données. Et on est quand même aujourd'hui dans un monde des data où je pense qu'il faudrait faire parler et valoriser ces chiffres et pas forcément au travers d'un classement. Chacun peut Ouais. avoir des spécificités en fonction, et puis on peut avoir peut-être vous aider même peut-être sur des tris que nous on aimerait encore plus fins, peut-être sur certains sujets, pour Absolument. pouvoir les valoriser nous-mêmes. Et donc, je pense que ce sujet est vraiment important. Après, sur ce qui a été dit sur le classement et la consanguinité au sein de la FNEJ, moi, ce qui me pose problème au-delà de cette consanguinité, c'est aussi que on s'est tous mis d'accord plus ou moins, parce qu'on y a tous participé directement et indirectement sur les nouveaux critères, mais que finalement, la qualité d'évaluation pour avoir participé depuis un certain nombre d'années à tous ces classements, on est quand même sur des données qui restent déclaratives
Et donc, la qualité des données qui sont, ben voilà, on fait confiance à tous les collègues, mais on peut se poser parfois aussi des questions, alors que Kern a vraiment des données de consultation qui sont vraiment, pour moi, beaucoup plus pertinentes. Et donc, se pose la question de est-ce qu'on accepte de jouer le jeu 2025 du classement FNEJ? Est-ce qu'on s'engage dans la rédaction d'une stratégie nationale? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense qu'on est vraiment, et Jean-Philippe l'a bien dit, on est à un moment de l'histoire où on voit bien, quand on regarde ce qui se passe au niveau géopolitique, géostratégique, quand on voit les jeux d'acteurs et quand on voit toutes ces problématiques, on se dit, mais finalement, est-ce que on n'est pas encore en train, alors qu'on est censé être des chercheurs d'avant-garde, dans le monde d'hier avec ces logiques? Donc, moi, je suis ouverte en tout cas à toutes ces propositions, mais très engagée en tout cas pour faire bouger les lignes. Entendu, et merci beaucoup. Ouais. Véronique, je prends dans l'ordre un peu des levées de main Merci. Bon, moi, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'un de nos collègues disait que nous ne sommes pas les seuls à avoir un classement, mais je voudrais quand même signaler le contre-exemple des juristes, hein, qui sont très forts, qui n'ont aucun classement. Et je vous assure que quand on est dans une université où les juristes sont particulièrement dominants, au moment des attributions des primes RIPEC ou autres, ceci pèse dans la balance en défaveur des collègues en gestion, puisque les classements sont aussi utilisés notamment par le CNU Sciences de Gestion au moment de la classification des dossiers. Je voudrais témoigner du fait que je remercie Kern qui nous a beaucoup aidé pour notre classement Scopus. Ça a été relativement aisé grâce à un travail préparatoire de forme, beaucoup de forme, purement de forme, la qualité des comptes rendus, la régularité de publication, etc. Et vous dire que j'avais été particulièrement scotché par une des recommandations de Scopus qui nous a tout de suite donné une évaluation favorable en nous disant il faudrait davantage dans les citations des articles que des revues citées par Scopus soient citées dans les publications. voilà, c'est Voilà. dit. C'est encore plus explicite comme ça. Ah, ça a été dit très clairement et on a notre message écrit qui nous dit ça, hein. Faites un effort auprès de vos auteurs pour qu'ils citent davantage les revues référencées dans Scopus. Et puis, je voudrais dire que moi, à titre personnel, je suis vraiment favorable à la proposition de Jean-Philippe, qui est de dire plutôt une liste de références qu'un classement qui est source de nombreux jeux d'acteurs où effectivement on va plus à la course aux étoiles qu'à s'intéresser à l'intérêt de ce qu'on écrit. Et puis, dernier point, c'est quand même la responsabilité du collège scientifique de la FNEJ. C'est-à-dire qu'entre les rédacteurs en chef des revues, vous savez très bien qu'on est tous croisés, c'est-à-dire que soit une association a une revue, soit une association a plusieurs revues sur lesquelles elle s'appuie. Nous devons, je pense, être davantage courageux dans le collège scientifique de la FNEJ, les présidents ou ceux qui représentent les présidents dans les 2 réunions annuelles du collège scientifique. Il faut qu'on porte plus clairement et ce malaise fort, même si ensuite le jeu est biaisé par... on a 2 parcours, hein, on a la commission des revues francophones et des anglophones, et on sait qu'on a un certain nombre de collègues qui sont voilà, particulièrement attachés au classement anglophone puisqu'ils n'écrivent qu'en anglais. Mais ce n'est pas l'ensemble de la communauté. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Merci. Bah, merci à vous. Et Jean-Philippe arrive dans l'ordre après. Alors, juste un petit complément, outre que je partage totalement tout ce qui a été dit sur Kern et le fait d'être jugé parti. Juste une petite remarque hein, en passant, mais la liste FT50, sauf erreur de ma part, elle est faite par le Financial Times. Je ne crois pas que le Financial Times soit un acteur public. Donc, il y a toujours des enjeux. Après, le sujet, c'est l'éthique et c'est justement comment on garantit cette éthique. Mais j'ai l'impression que précisément, Kern, sur ce point, en se fondant sur les consultations, j'imagine que c'est un travail qui est mené. Quitte à le faire avec, pardon Jean-Philippe, avec Web Recommends et Clarivate, c'est pareil.
Ils sont jugés partis. Oui, ils sont jugés partis. Ah, Mais sinon on tout peut, le monde est jugé parti. mais Donc, on peut faire mieux, c'est-à-dire qu'il y a aussi un troisième acteur dans la boucle. Je veux pas trop, mais le travail qu'on a fait cet été avec Le Monde, ils ont mouillé le maillot. Je dis ça aussi parce qu'il y a aussi l'éthique journalistique et aussi extérieure au monde de la recherche. Alors les gens vont dire c'est pas de la science, mais effectivement ils sont assez preneurs de visualisation, de eux-mêmes avoir un certain tableau de bord de la recherche francophone. C'était juste une précision parce qu'il y a peut-être aussi cet acteur. et alors, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire c'est le deuxième point. Puisqu'on évoquait des pistes d'action, moi je note que les lignes bougent à partir du moment où le débat sort de la communauté, sort des communautés scientifiques. Et juste une petite anecdote que je voudrais rapporter en discutant avec des dirigeants d'une très grande entreprise du CAC 40 qui s'interrogeaient sur un certain nombre de questions. Et quand je leur pointais que depuis 20 ans, ça travaillait sur ces questions-là en recherche, ils ont découvert qu'existaient des revues scientifiques et autant dire que l'existence même d'un classement de ces revues, ce qui pour nous est, on est en train de discuter de tel truc, tel truc, tel truc, pour eux, ils l'ignoraient complètement, mais totalement. C'est-à-dire qu'il y a un travail de pédagogie vis-à-vis de l'extérieur de la communauté académique à faire, qui reste à faire et qui n'a jamais été fait. Et je pense que cet article du Monde du mois d'août participe de ça. C'est-à-dire tout ce que Kern peut communiquer à l'extérieur, justement, sur l'ampleur de ces consultations, sur l'ampleur de cet intérêt qu'il y a et de cette existence, bah, ne peut nous être que bénéfique parce que ça joue au service de la transparence et donc de la crédibilité et donc renforce aussi collectivement notre poids, alors qu'aujourd'hui, ce poids est inexistant en dehors de la communauté, des communautés académiques. Tu fais bien de le rappeler, hein, Jean-Philippe, parce que Le Monde, qui a bien l'habitude de voir des statistiques, quand ils ont vu les 280 millions de lectures de matière, 280 millions de lectures qualifiées dans des établissements universitaires, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, c'est étonnant. Le premier sujet de l'article, c'est déjà le phénomène d'usage et la matière qui est extrêmement importante, alors qu'on a l'habitude de parler des réseaux sociaux, de plein de choses, mais c'est déjà cette première représentation qu'on peut questionner. Donc, mais je passe la parole à Yves, qui est arrivé ensuite. Jean-Philippe, je pense que on a oublié l'importance de notre rôle social. Et le fait que Jérôme Kaby, pendant la réunion, ait bien stipulé que l'impact au niveau des entreprises ne soit volontairement pas pris en compte, pour moi, est un élément qui est en réalité qui est majeur. Alors, moi, j'ai rien contre Scopus, j'ai rien contre toutes les bases, quelles qu'elles soient. Elles ont une particularité, c'est qu'évidemment, elles cherchent toutes à mettre en avant leur propre existence. C'est normal. Chaque acteur, à un moment donné, se pose la question de savoir comment son modèle économique est en mesure de pouvoir se développer. Ce qui, moi, me gêne, c'est qu'on se retrouve avec un Jérôme Cabi qui devient le VRP de certaines. Et ça, c'est normalement pas son rôle, d'autant plus que en faisant ça, il fait allégeance à certaines bases, à certaines manières de raisonner. Et moi, de ce point de vue-là, enfin, c'est juste hors de question. Je vois pas, elles ont pas plus de légitimité, en fait. Elles sont peut-être très importantes, on peut les juger, mais comme toutes les bases, elles sont imparfaites. Donc, pour quelles raisons celle-ci plus que d'autres? Ça devrait être beaucoup plus ouvert. Et on nous a clairement dit que, il y avait ça, et puis le reste, ça portait finalement peu d'intérêt, quoi. Donc, en fait, il est en train, finalement, d'accepter l'effondrement, ce que moi j'avais présenté comme étant en fait l'effondrement du champ et je lui avais rappelé à ce moment-là, lorsque je lui avais dit qu'il allait devenir le patron d'un timbre-poste. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a des chercheurs qui sont derrière, pour lesquels on est en train de travailler, et notre métier, c'est de sélectionner, c'est de les aider à développer, à diffuser leurs idées, mais c'est aussi de faire en sorte que l'on sorte de notre champ. Il y a combien de revues en France qui soient publiées, enfin, qui soient mises à disposition dans les kiosques, au-delà même des bases? Euh, on a une vraie problématique là-dessus, et c'est pas en nous tirant dans les pattes on va réussir à refaire en sorte que ces publications-là puissent avoir un rôle social qui soit, enfin, qui s'affirme, quoi, parce on n'est pas tous américains, il y a plein de manières de raisonner, il y a partout, dans tous les pays, il y a des cultures différentes, on est là pour les faire fructifier. On n'est pas là pour filer les clés, quoi. David, vous vouliez aussi intervenir sur ces questions. Merci, je souscris à tout ce qui a été dit. On profite pour vous remercier pour cette initiative. Effectivement, moi, je suis au collège scientifique de la FNEJ et je suis en position extrêmement embarrassante.
pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en fait, j'ai revérifié, hein, on n'a jamais eu de compte-rendu explicite sur le fait que Scopus était obligatoire pour être rang 2 dans le cadre donc comment dire du nouveau classement. On en a parlé, c'est vrai, et je pense qu'on a une responsabilité collective à ne pas avoir véritablement réagi par rapport à ça, pour la raison principale que ce qui nous a été présenté au départ, c'est que le fait d'avoir, et qui était partagé d'ailleurs, le fait d'être dans les classements Scopus et Clarivate, bah, c'était un plus. Et donc, que ce serait, comment dire, valorisé de cette manière-là. Ce qui, en revanche, n'a jamais été, comment dire, dit en tant que tel, si ce n'est depuis le mois de juillet à peu près, hein, c'est que ce serait obligatoire. Et je peux vous dire que nous, on y a beaucoup travaillé. Alors moi, je représente un peu le management public le corpus du collège. On y a beaucoup travaillé et aujourd'hui, on se retrouve à avoir monté des dossiers. On attend le bien vouloir de à la fois Scopus et Clarivate et on va se retrouver gros gens comme devant si en fait on dit que bah, il faut absolument être référencé dans les classements. Ce qui m'interpelle, c'est la réflexion tout à fait pertinente de Véronique sur la citation des références Scopus pour être référencé dans Scopus. Alors là, on est vraiment dans la... on atteint un degré de paradoxal. Alors moi, je voudrais quand même interpeller toutes les personnes qui sont ici. Un seul président d'association ne peut pas peser dans l'ensemble des collèges. Donc, il faut véritablement que vous mobilisiez vos représentants demain, parce que je vous rappelle que la réunion de demain, c'est d'entériner une commission qui aura été décidée par la FNEJ. Et le processus est enclenché. Donc, à mon sens, il faudrait qu'il y ait une motion de la part des présidents, et notamment des présidents des entre guillemets, grosses associations, qui disent, bah, OK pour prendre en compte un Scopus ou un Clarivate, mais ne pas en faire une condition rédhibitoire pour que ce soit, en fait, on va dire, un classement rang 2 ou même rang 3, hein, pour le coup. Tout à fait. Et vous avez raison de rappeler, David, que le temps de moyen pour intégrer un Scopus ou un Wayne, c'est un an et demi, 2 ans. Il y a des revues qui n'y sont pas parce qu'elles n'ont pas candidaté et qui le font, et avec un temps d'attente qui est incroyablement long, hein, donc, et qui s'allonge le temps passant. Donc, c'est aussi se mettre dans un processus, ne serait-ce que pour des questions organisationnelles et chronologiques, où on risque de discriminer des revues sur des mauvais critères qui ne sont même pas la logique scientifique, effectivement. J'ajouterais que c'est castrateur parce qu'en fait, on joue le jeu et en fait, on est, comment dire, sanctionné sur la base de choses que l'on ne maîtrise pas. Nous, on a redemandé au mois de septembre où est-ce qu'on en était dans l'évaluation de notre dossier. On nous a dit, bah, ça prendra entre 6 et 10 mois au mois de septembre, hein. Donc, c'est mort. Tout à fait. Daniel, vous vouliez intervenir aussi? Oui, donc je voulais effectivement revenir sur cette affaire Scopus, parce que j'étais peut-être pas dans les bonnes réunions il y a 3 ans, mais il paraît qu'il y a 3 ans, ça a été explicité clairement qu'il fallait que les revues francophones se préparent à s'intégrer, avaient 3 ans pour s'intégrer à l'environnement Scopus. Donc certains ont plus d'ancienneté et savent ce qu'il faut en penser. On l'a découvert un peu tardivement. Mais bon, de toute manière, effectivement, il y a un normage sur des règles d'éthique, sur des présentations. On peut faire évoluer VSE sans problème. Alors VSE sur ces normages. Et je crois que derrière ça, en fait, maintenant, il y a des gens qui parlent, parce que Kern a un rôle fondamental, c'est la première plateforme francophone sur les articles scientifiques, mais pas que scientifiques, et vous avez plein d'autres vues. Un rôle fondamental en fait pour faire la promotion en fait de ce qui est produit non seulement en France mais dans l'espace francophone. Alors il y a un certain nombre de professeurs d'écoles de commerce autour de la table et j'ai moi-même été professeur d'école de commerce. Ce que je voulais dire c'est que on a des jeunes gens qui nous envoient des articles maintenant qui ont été formés dans un moule dans des écoles où on parle plus français carrément. Il y a une majorité de profs internationaux. Ils savent même plus, en fait, s'il y a une recherche française. Donc, le travail, il est à faire dans nos écoles, à faire redécouvrir la recherche francophone dans les écoles qui sont de plus en plus anglicisées, américanisées.
et à tel point que euh, on reçoit des articles où il n'y a plus de références francophones. Et il m'est arrivé récemment sur un sujet qui me passionnait, qui me touchait personnellement, d'aller voir s'il y avait des références francophones intéressantes. Bon, j'ai tapé sur Cannes, j'ai trouvé plein d'articles en français. Donc des jeunes Français passent par un système où, en fait, ils sont, il y a plus de cours en anglais en français dans toutes ces écoles de commerce, ils ne vont pas voir la recherche francophone. C'est-à-dire qu'on perd pied par rapport à notre terrain euh, socio-culturel et historique. Voilà. En contrepartie, on a de plus en plus un lectorat africain, mais pas que, hein, qui lit en français. Donc, il y a une énorme demande. Donc moi, je suis effectivement à la recherche d'un modèle plus francophone. Et ce qu'il va falloir faire passer par développer un espèce de référentiel francophone dans les universités pour les publications. Les Américains ont imposé leur modèle, parce qu'on peut parler en tel de modèle, avec la CSB, et on a fortement fait rentrer dans un moule qui n'était pas un moule culturel français, mais qui a des caractéristiques intéressantes. Plus tard, c'était les cuisses, c'était un autre format piloté par des Européens, mais quand même derrière très anglo-saxon. Et ce qu'il ne faut pas que les universités et les écoles françaises se remettent autour de la table pour dire qu'est-ce que c'est qu'un référentiel francophone qui puisse être utilisé dans le monde entier par les francophones du monde entier. Et alors, je pense qu'effectivement, Cairn est bien placé pour nous fournir des tas d'outils d'évaluation, des citations, des référencements et ainsi de suite. Voilà, donc moi je suis favorable à ce qu'il y ait une stratégie quand on voit ce qui se passe au niveau mondial sur l'Amérique du Nord, sur la Chine, sur d'autres grands ensembles. Si on n'a pas de stratégie, on va partir en lambeaux et on va se déliter progressivement. Je pense qu'il faut une stratégie, il faut des objectifs, des actions, un minimum de moyens. Il y a des outils comme Kern qui sont extrêmement performants. On doit pouvoir rebâtir le monde francophone du futur qui est en train de partir en lambeaux, à mon avis. On fait ce qu'on peut avec nos revues. Je ne suis pas le seul. Il y en a plein autour de la table, autour de l'écran, devrais-je dire. Voilà un petit peu ce que je pense que nous allons faire. Et si effectivement on ne peut pas continuer parce on n'a pas l'agrément Scopus tout de suite, on ne peut pas être prêt dans les délais, Hmm. on continuera quand même à se battre et à produire en francophone ou à traduire quelques articles francophones quelquefois en anglais, ce qui est autorisé par la FNEJ. Pour le moment, on pourra en discuter avec des quotas minimums Hmm. pour être lus, mais dans un cadre conceptuel qui est francophone. Absolument. Et encore une fois, il y a beaucoup d'ambivalence, hein. Il y a du très bon et du très impressionnant en ce moment. Alors, il n'y a plus de revues en kiosque, mais il y a des millions de lectures. Encore une fois, 80% du trafic de Cairn, comme vous savez, n'est pas institutionnel. Donc, on s'est concentré avec le monde sur le trafic institutionnel, mais il y a énormément de trafic. Alors, on peut en dire beaucoup, hein. C'est là où l'analyse, quand on l'écoutait tout à l'heure en disant c'est pas un classement, c'est de la recherche, parce qu'il faut faire là-dessus, sur ces grands corpus de données, avec des angles différents, des logiques différentes, différentes hypothèses. D'où, effectivement, aussi ce que pointait Benjamin en disant c'est pas qu'une question d'outils prêts à l'emploi et sur étagère, c'est vraiment une question d'appropriation par la communauté de la recherche des données et de ce qu'elles veulent dire, hein, finalement, dans le cadre d'une stratégie d'objectif. Mais Yves, si je vous redonne la parole, vous aviez levé la main. Euh, Quand je fais cette remarque sur les kiosques, c'est que j'adore ce que fait Kern. Sauf que Kern n'est pas en accès libre sur la totalité de sa base et elle n'est pas accessible pour, enfin, faut généralement faire la démarche d'aller chercher et pas de trouver par hasard. Et notre rôle social, c'est aussi de pouvoir être trouvé par hasard par des gens qui, au détour d'un voyage, aient la possibilité en fait d'avoir des éléments de réflexion qui vont changer leur vie et leur entreprise. Euh, moi, ce qui me paraît le plus étrange, en fait, c'est que ce que je constate, c'est qu'il y a bien, en fait, me semble-t-il, bancs qui sont en train de se faire. Ceux qui sont en train de se dire, le, les- le- la francophilie, la francophonie n'est pas morte, et ceux qui considèrent, en fait, qu'elle est déjà derrière nous. Et je pense que la FNEJ, pour l'instant, au travers de Jérôme Cabi, parce que moi, je ne sais pas tout ce qui se passe dans les bureaux, hein, je n'y suis pas, est en train de nous dire finalement, vous êtes déjà dans le monde d'hier. Et moi, j'ai envie de lui dire, enfin de dire, pas à lui en particulier, mais de dire, mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est l'inverse qui est en train de se faire et que partout dans le monde, les populations en fait sont en recherche de solutions, mais des solutions qui soient les leurs, pas les solutions qui soient venues d'ailleurs.
Et je pense qu'en fait, on est en train de faire un rebours, enfin, on est en train de faire trop tard des, des choix de nous emmener vers un monde américain qui lui-même se remet en cause. On a encore un train de retard, quoi. Et, et ça, enfin, moi, je pense il est temps, pas simplement de dire, mais il est temps d'agir. Parce que Mm. l'important, c'est pas simplement on peut être autour de cette table virtuelle, on peut tous être d'accord, mais si la question, c'est et quid de demain? Tout à fait. Parce que demain, c'est déjà tard. La FNEJ est en train, enfin, Jean Cabi, en fait, dans son raisonnement, est en train de nous, potentiellement, et il le dit, il accepte en plus que 2 tiers des publications soient volontairement déclassées. Moi, je serais atterré si j'avais à prononcer cette phrase-là. Enfin, et ça ne le choque pas lorsqu'il le dit. Euh, c'est quand même étonnant que quelqu'un qui est censé défendre la gestion des entreprises françaises accepte quelque chose comme ça. Enfin, est-ce que il veut faire partie d'une classe internationale, mais enfin, ils sont complètement détachés de la réalité de terrain, quoi. Enfin, il y a un moment donné, Mm. moi, je vois pas d'inconvénient à ce que certains souhaitent aller dans ce sens-là. Je leur refuse la possibilité de nous juger, ce qui est différent. Qui, qui considère qu'il n'y a que Scopus qui existe, bon, s'il veut être VRP, il peut l'être. Moi, je n'ai pas d'inconvénient à ce qu'il soit VRP, mais dans ces cas-là, qu'il ne soit pas juge par la même occasion de la qualité. En réalité, la FNEJ, pour l'instant, nous aide finalement quand même assez peu au niveau des publications. Ils sont en train de nous juger, mais qui sont-ils? Euh, D'autant plus que quand on lit les documents qu'ils produisent, il y a quand même bien le fait qu'ils soient à la fois, enfin, ils veulent tout faire. Ils veulent être juge, procureur, enfin, avocat, ils veulent tout faire. C'est pas possible. Mm. Je vois Donc, dans le chat et effectivement de se dire il y a le débat de fond et de pas trop être sur le bouc émissaire FNEJ, mais effectivement il y a des questions. C'est vrai qu'ils ont une position assez dure qui de fait appelle aussi. Et j'entendais bien moi à cette réflexion, oui. mobilisation aussi pour la réunion de demain, qui est l'horizon très très court terme, et cet appel à l'action, hein, Yves, qui à mon avis est la meilleure façon de prendre un peu la main par rapport à des constats. Et encore une fois, parce qu'on en a un peu des outils. Je me permets de le dire parce qu'effectivement, on arrive à un moment où, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on aurait laissé passer les trains. Et là, on a quelques outils pour, si effectivement on veut construire une logique alternative, qu'on puisse le faire. Pas un horizon complètement éloigné. En tout cas, pas tellement plus éloigné qu'une labellisation Scopus, finalement. Mais sauf qu'en fait, il est en train volontairement. C'est là où moi, je comprends pas cette manière de raisonner, c'est que volontairement, il est en train de vouloir le balayer. C'est-à-dire qu'il dénie la réalité. Alors, soit il n'est pas informé, ce qui est possible, soit c'est une volonté. Et dans ces cas-là, c'est politique. Mais alors, il va falloir nous expliquer qui est en train de tirer les ficelles là-dessus, hein, Mm. et quels sont les intérêts qu'on est en train de servir. Parce que nous, les seuls intérêts qu'on reconnaisse, c'est ceux de nos chercheurs et la défense des idées. Et ça, Mm. ils sont en train d'aller à l'encontre, en fait, de la, Euh, de la communauté. C'est, mm. quelle est l'utilité? Enfin, à, Je, à- je, à qui on est en train de servir? je Qui on vois est en qu'on train de arrive un servir dans peu un sens? à la fin du temps imparti. Michel, vous vouliez Non, peut-être une réaction et puis juste- après, je pense. Oui. non, non, c'est juste pour dire qu'à l'origine, la FNEJ a été créée pour envoyer des jeunes brillants français aux États-Unis se former au management, management science. Donc, c'était une institution qui importait massivement des idées d'Amérique. J'ai l'impression qu'elle revient sur cette base originelle. C'est quoi la FNEJ finalement? Ils ont leur budget est faible et c'est plus grand-chose d'autre une sorte de pouvoir de nuisance via les classements. Ils s'érigent en juge de la production française en matière de gestion. De quel droit? C'est quoi le... Alors, c'est... c'est-à-dire, s'ils prennent cette position et que tout le monde l'accepte, ils auront gagné leur coup, mais euh, pourquoi accepter que la FNEJ soit l'instance qui juge? Elle a plus beaucoup de moyens. Avant, il me semble, elle a plus beaucoup de budget, plus beaucoup de moyens. Avant, elle soutenait les projets. Elle n'a que ce moyen de classification. C'est quand même incroyable.
Puis encore une fois, revenir à de la donnée plutôt qu'à de l'opinion ou à du Oui, et puis je jugement, dis hein. toujours, comme Effectivement. je disais tout à l'heure, la colonisation commence dans la tête du colonisé. Et je pense que on y est avec la Mais flèche. on n'a Mm. pas envie. Laurent, Aurélia, Et on et n'a puis pas on va envie d'être essayer. colonisé. On On se arrive C'est un sent peu. pas maladroit en plus. colonisé, en fait. C'est comme si les Français avaient aucun pouvoir de réflexion, s'ils n'avaient pas de créativité, s'il n'y a pas d'originalité. Puis un électron, si un électron est le même à Paris, New York ou Tokyo, un problème de gestion ne se pose pas de la même manière, ne se résout pas forcément de la même manière à Hmm. Paris, Tokyo et New York. Donc il y a forcément des singularités. Les gommer, c'est complètement Elle a jamais stupide. été, mais la France n'a jamais été meilleure qu'à un moment donné, lorsqu'elle se met à résister. Parce Oui, qu'à un moment donné, ça lui donne en fait une manière ben, d'exister. Parce que ouais. on a un esprit qui est quand même, qui est quand même à se chamailler, et c'est très bien. Mais du jour où on arrive à avoir des volontés communes et un chemin que nous donnons, à partir de ce moment-là, cet esprit-là est quand même, enfin, Ouais. historiquement, il a toujours Hmm. été très puissant, quoi. Et il faut retrouver ça. Mais je suis Alors, quand on a, la question, c'est avec ou sans la flèche? Michel et Yves, je crois, juste, on va laisser. Oui, pardon, quand on a prenez la créé parole. Gérer, quand on a créé Gérer Comment, je vous assure qu'il fallait se battre hein, pour exister. Et ça a donné beaucoup de créativité au début. Euh, Ah ouais. voilà, bon. Et on peut entendre rapidement Laurent et Aurélien, et puis on va s'arrêter là un petit peu pour Oui. aujourd'hui, sachant que, à mon avis, dans les actions, on vous renverra à la fois les éléments de cette vidéo et des choses comme ça, on vous tiendra au courant. C'est-à-dire, on est aussi ses preneurs, bien sûr, pour celles et ceux qui auront des infos de la réunion de demain, de la suite des événements, hein, parce que ça veut dire aussi continuer de suivre attentivement ce sujet. Mais je laisse la parole tout de suite à Laurent puis Aurélien. Oui, donc juste on est on est sur un débat qu'on retrouve en compta contre l'audit, c'est-à-dire qu'il y a des classements, moi je dirais en comptabilité académique. C'est ce que fait la FNEJ. On peut critiquer ou pas. Moi, je trouve que d'un point de vue académique, l'angle pris par la FNEJ, à condition de le dire, euh, se respecte. On pourrait faire autrement, etc. Voilà. En revanche, ce que ne fait pas la FNEJ et ce qu'on devrait faire et ce qu'il faut faire, c'est des classements ou des indicateurs en comptabilité extra-académiques, c'est-à-dire d'impact sociétaux. Voilà. Et sur cette, donc, ne pas vouloir remplacer les classements académiques, quelles que soient les institutions qui le font, mais s'inscrire, et on a toute légitimité, en complément de ces classements, sur un classement d'impact sociétaux, on va dire extra-académique. Deuxièmement, sur l'histoire du on ne peut pas être jugé parti, etc., des biais, dès qu'on fait quelque chose, il y a du biais. Il ne faut surtout pas chercher à la perfection, à éviter les biais. C'est la base d'ailleurs des sciences de gestion, en fait. Mais ce qu'il faut, c'est de la transparence sur la méthodologie utilisée pour produire des indicateurs, classer, etc. La transparence, et chacun après juge. Voilà. Ce qu'il faut, c'est une transparence absolue, une non-clandestinité, parce que très souvent, ceux qui font des règles très pures pour éviter le juge et le partisme, en revanche, il y a une clandestinité des débats derrière. Voilà. Donc, transparence. Voilà. C'est noté dans l'esprit. Aurélien? Oui, moi je voulais dire trois choses. La première chose, c'est que là, on est entre nous tous convaincus de l'importance de la recherche francophone en sciences de gestion, mais soyons très clairs, ce n'est pas un point de vue partagé au sein de la communauté. Moi, j'ai des collègues en école de commerce, et c'est valable dans toutes les écoles, qui n'ont même pas dans leur paysage, dans leur visée, les revues françaises. Donc voilà. Et dans la communauté francophone, on a aussi des gens, moi j'ai discuté avec des rédacteurs en chef, qui disent, mais non, on ne peut pas se comparer à des revues internationales. Donc, très clairement, le point de vue qu'on a, nous, n'est pas forcément partagé. Et donc, ça explique aussi la position de la FNEJ. Et ce qui explique, à mon avis, aussi, et ce qui conduit à me faire dire que c'est absolument important entre guillemets, d'instaurer une forme de rapport de force, enfin, une forme de rapport de force, en tout cas, de, de, de produire quelque chose d'autre pour instaurer un rapport de force avec ces classements. Et pour moi, très clairement, le texte n'aura pas d'importance. Michel en a parlé, il a écrit un texte il y a très longtemps, on a fait un texte dans le monde. Ça ne changera rien de se montrer uniquement critique sur ces classements et leurs limites. Ce qu'il faut, c'est produire quelque chose d'autre. Et je pense que je rejoins tout à fait aussi ce que disait Laurent,
c'est que l'enjeu, c'est d'avoir un critère différent que ce critère académique et qui serait un critère d'impact voilà, auprès des étudiants, auprès des entreprises, dans les médias, enfin voilà, pour pouvoir justement montrer, bien sûr qu'on sert aussi autre chose que d'être uniquement lu par des académiques. Et ça, je pense que c'est vraiment, à mon avis, la marche à suivre et en imaginant peut-être une forme de gouvernance de ces classements qui serait autre que les classements actuels, qui sont complètement opaques, que ce soit les classements des journaux ou les classements d'autres organismes qui pourraient assembler diverses parties prenantes, Le Monde, Cairn, des représentants du monde académique, pourquoi pas la FNEJ, et là, ça nous donnerait, je pense aussi, une force en termes de légitimité. Bien noté. Et on a d'ailleurs, nous, il faut le savoir, dans des tiroirs pour différentes raisons, mais des projets, par exemple, de fondation, ce type de choses qui peuvent être aussi des façons aussi d'associer différentes parties prenantes en lui donnant un certain support logistique. Enfin, il y a des choses à réfléchir. Hein, on continuera à abonder. Là, bien sûr, on va pas repartir avec les solutions, mais en tout cas, on entend tout ce que vous dites et l'esprit dans lequel on devrait aborder ces chantiers. David, peut-être une dernière intervention, puis peut-être on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Juste pour signaler qu'au départ, quand on a reparlé du classement 2022 à l'époque, il était question d'en faire un 2025 et pas forcément plus, histoire d'accompagner les revues francophones à, comment dire, s'internationaliser pour avoir une meilleure lisibilité. Mais c'était en fait une logique d'internationalisation pour améliorer la vue. C'était pas simple, c'était pas une logique de rentrer dans des canons et être exclusif. Donc, Une il y a une, sanction. voilà, il y a une déviation là que je ne comprends pas, surtout lorsque les rédacteurs en chef sont rentrés dans la logique et malheureusement ne sont pas arrivés au bout de la logique pour des raisons qui sont extérieures. Absolument. Bah, en tout cas, merci beaucoup à toutes et tous hein, pour ce matin. Je pense qu'il y avait quelques propositions de faire circuler notre webinaire. Hein. On va pas le mettre en ligne sur Cairn en page d'accueil, mais en tout cas le faire circuler et lui donner un caractère un peu plus circulant pour publiciser nos débats. Encore une fois, on sera preneur du retour de la réunion de demain, qui est quand même un des jalons importants pour voir comment s'amende, se structure ou pas. Et encore une fois, David le rappelait d'ailleurs, le poids des associations, au-delà des revues, de savoir, parce que c'est une gouvernance partagée, et là ça nous dépasse, mais bien que le débat collectif ait bien lieu, que ça se fasse pas sur des malentendus, en tout cas, si je puis dire. Et puis on poursuivra, c'est-à-dire que la logique de que ce soit avec les parties prenantes qu'on a évoquées, et puis de structuration d'une initiative avec une gouvernance qui soit saine, dans un esprit de transparence et avec des outils qui permettent de faire des logiques d'analyse diversifiées et pas simplement une hiérarchisation selon une lecture de ce que doit être la recherche. Et effectivement, ça fait autant de pistes un peu stimulantes sur lesquelles, bon, vous aurez compris que nous, en tout cas, Cairn, on pense que notre mission, c'est de jouer un rôle là-dedans. On pourrait s'en laver les mains, mais je pense que c'est important pour tout le monde qu'on puisse être un peu collectivement dans une logique constructive. Et encore une fois, non pas mercantile et non pas de conflit d'intérêts. Voilà, bah donc à bientôt sur ces sujets finalement, et puis au plaisir de continuer à en discuter avec chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.